Every morning up with the sun. Bubble bath, you know I love to blow some big ones. And mama thinks it's fun. Hands up, here comes Rubber Duck. Oh, did you know I named him twice? 1, 2, Milton, then Dylan or Hilton. Now up he goes, riding on my boat. Well, scrub my feet. Ooh, scrub my arms. Ooh, my ears and my nose and my face and my hands and my knees. Bubble bath, call my name. Every morning up with the sun. Oh, bubble bath, bubble bath. Come on, everyone, jump in one by one. It's so Bonsoir à tous et bienvenue dans Ketchup Mayo. C'est la dernière émission de cette année 2021. On reviendra très vite en janvier pour continuer de parler sport. Petite actu, cette semaine je suis en compagnie de Emeric et Gauthier. Salut les gars. Salut à tous. Pas de rugby, pas de Formule 1. Donc on va continuer de parler foot et NBA bien entendu. Mais on vous a préparé, comme vous avez pu le voir aujourd'hui dans les divers posts sur TikTok, sur Instagram. On va parler snooker avec Emeric et Gauthier. Alors quel est ce sport incroyable qui déchaîne les passions chez Ketchup Mayo depuis 2 semaines? On entend ça dans tous les couloirs. Oh, le banger, hein. Très très fort le snooker. Très très fort. Ça Alors, me tient à cœur en tout cas. ouais, snooker, alors le billard anglais, autrement appelé. Du coup, c'est une variante du billard qui se joue du coup sur une table un peu plus grande que le billard. Légèrement plus grande. Pas énormément plus grande, mais un peu plus grande quand même. Donc en fait, pourquoi le snooker? Tout simplement parce que très peu connaissent, et donc du coup ce soir, on va tout décrypter pour vous avec Emeric. On peut peut-être raconter l'anecdote. On a Ouais, découvert le vite fait, snooker vite fait, il n'y a pas si longtemps que ça. Une petite préparation d'émission Ketchup Mayo. Des réunions aux petits oignons. Ouais, petite réunion, petit match de snooker. Un petit 147-0, on en parlera un peu plus tard, mais vous allez comprendre, c'est un petit fessé quoi. On s'est pris d'amour pour ce sport. Un nouvel amour, Alors, un du nouveau coup, kiff. On commence par quoi? Par les règles, c'est Non, ça? on va commencer par Un le peu snooker en présenté, général. ouais. Faut dire quand même que le snooker, c'est quand même 600 clubs en France, hein. Ça rigole pas du tout. Dont 128 professionnels. Tu te rends compte quand même, 128 professionnels. Une bille blanche, 15 rouges, qui valent toutes 1 point. Déjà, ça part de là. 6 autres, qui valent de 2 à 7 points. Dans l'ordre. La jaune, 2 points. La verte, 3 points. La brune, 4 points. La bleue, 5. La rose, 6. Et le best-of. La noire. La petite cerise sur le gâteau, la noire, 7 points. Bah, vous pouvez regarder sur le schéma par exemple la disposition là, des boules au début de la partie. Donc c'est comme ça qu'on dispose les boules et comment l'arbitre va les poser. Pour passer aux règles, c'est qu'en fait, t'as d'autres choses à dire ou pas? Je me rappelle plus. Non, D'accord, non. totalement On coupé, va hein, laisser c'est le parti. professionnel. Oui, alors comme ça, du coup, la disposition est ainsi, et genre, à chaque fois que justement une des boules de couleur rentre ou va rentrer, l'arbitre va la reposer sur la table. Je vais vous expliquer un peu plus tard pourquoi. Donc ça, c'est la disposition en général, à part les boules rouges qui vont bouger justement. Donc le but du snooker, comme au billard, c'est de rentrer le maximum de points, en fonction des points justement que Gauthier nous a cités tout à l'heure. Et sauf qu'il y a une petite particularité, c'est qu'on peut rentrer uniquement les boules rouges en premier, on n'a pas le droit de toucher les boules de couleur. Voilà, donc le premier tir est obligatoirement sur une boule rouge et on est obligé de rentrer une boule rouge afin de mettre des points. On t'apporte toujours dans la balle blanche. Ça paraît Ah oui, évident, exactement. mais pas pour tout le monde peut-être. Alors, ça suit un peu les règles du billard de base, mais voilà, également il faut rentrer du coup la boule rouge. Et une fois qu'on a rentré une boule rouge, vous allez me dire, à quoi servent les boules de couleur autre
Posez-moi la Mais oui, question. Émeric. Voilà. À quoi servent les balles de couleur? Eh ben, en fin de compte, les boules de couleur servent à être rentrées après qu'une boule rouge soit rentrée justement dans un trou. Donc, une fois qu'on a marqué notre boule rouge, généralement, on va marquer le plus grand nombre de points possible afin d'en obtenir le plus possible. Donc, Et si les gens ont suivi, pour marquer le plus de points, il faut mettre une noire. exactement. Donc, le maximum de points est de... En tout, qu'on peut avoir dans une partie entièrement, Oui, une partie Alors, entièrement. Si on rentre les rouges et les noirs consécutivement. 147. 147 points, exactement. Et donc c'est comme ça que, au final, on gagne le maximum de points. Et généralement, quand il y a une partie comme ça, l'adversaire ne joue pas beaucoup, hein, on va pas se mentir. Mais, du coup, donc on alterne les rouges et les couleurs Et les couleurs. afin de marquer le maximum de points. À la fin, on parle de snook. Tout snook qui veut dire mettre à l'échec, et c'est le but de ce jeu, c'est de mettre à l'échec l'adversaire. Comment Lui ça? mettre dans la face. Il y a deux types de snook. Il y a le snook total. Donc, en gros, le snook total, c'est un snook, en gros, le joueur va faire en sorte que la boule blanche ne soit... une boule de couleur, pardon, de rouge, ne soit pas atteignable par une boule blanche, hormis avec une bande ou un effet. Donc, en gros, il faut faire un petit tips comme ça afin de pouvoir toucher la boule. Et il y a un snook partiel qui, justement, là, c'est pas exactement pareil, c'est juste, on doit faire une bande afin de le toucher, mais on peut quand même toucher la boule rouge. C'est subtil, hein. Exactement. Faut suivre, hein. Attention. C'est bien plus fréquent d'avoir un snook total, donc quelque chose où il faut toucher la bande ou faire un effet à la fin de la partie, donc c'est-à-dire quand il reste plus qu'une boule rouge, parce que les autres boules elles sont beaucoup plus conséquentes et c'est beaucoup plus facile de faire en sorte que la boule blanche soit derrière une boule de couleur, ce qui gêne le tir de l'adversaire. Mais il y a également au début de la partie, quand on commence, généralement les joueurs font en sorte que la boule qui soit blanche reste derrière les boules rouges. Donc comme ça gêne totalement le shoot des adversaires. Il y a de la technique. Hein. Ouais. Faut pas croire. Non mais les gens, ils sont là, tap la queue. Non. C'est pas que ça. Si À un c'est moment pas assez donné, clair, si c'est pas assez clair, les questions dans le chat, vous pouvez fuser, il n'y a pas de souci. Bien sûr, on répondra. Hein. En tant Exactement. qu'expert snooker maintenant, on peut Expert répondre. snooker, hein, j'ai regardé tous les matchs. Donc, évidemment, le snook est récompensé parce que c'est vraiment un move très compliqué à faire. Généralement, les professionnels arrivent à placer leur boule en touchant une boule rouge pour ne pas perdre de points, justement. Donc, leur boule, une fois placée derrière une boule de couleur, sans forcément la toucher, étant donné que on perd le point sinon, c'est très compliqué. Donc, si on arrive à snook l'adversaire, donc à mettre en échec l'adversaire, on gagne des points suivant si l'adversaire fait une erreur. Donc, un miss, comme on dit via l'arbitrage. Ouais. Et il y a 4 types de miss. Donc, il y a toucher aucune bille. Donc, voilà. Chou blanc. Voilà, chou blanc, l'adversaire tire et ne touche rien du tout, ça filoche et ça ne touche rien. Donc là, ça donne 4 points à l'adversaire qui a fait en sorte que ça arrive. Ensuite, il y a toucher une autre couleur avant la rouge. Donc par exemple, toucher une couleur bleue. La couleur bleue, la bille bleue, ça fait en sorte que 4 points pour le tireur qui perd. Donc ce sera pour l'adversaire. Également, sauf si on touche la bille noire qui vaut 7 points, ça coûtera 7 points pour l'adversaire également. Et enfin, la bille blanche rentre dans un trou, ça vaut 4 points pour l'adversaire, c'est réglé. Voilà. Il y a un champion du monde, il y a... Oui, là en Il y a les grands maîtres. Hein, Il y a les grands maîtres là, du Comme aux snooker. échecs. Exactement, là c'est... Roger Federer, Nadal. Le Nadal du snooker. Le Nadal du snooker s'appelle O'Sullivan, donc c'est un joueur qui a été champion du monde plusieurs fois, donc je vais vous dire vos années parce que je ne les ai pas en tête. 2001, 2004, 2008, 2012, 2013 et 2020. Ça fait longtemps qu'il est dans le circuit du coup. Ah, c'est très longtemps, depuis 95. Voilà. D'accord. Sachant... C'est un sport où on a très peu de chances de se faire les croiser. Non, On peut jouer... C'est sûr. Il y a des anecdotes. non, j'ai pas d'anecdote. Une fois une luxation du coude, il a loupé, mais après c'est tout. Ouais. Voilà, une petite diarrhée d'avant-match, je ne sais pas. Non, en tout cas, ce cher O'Sullivan a un record du monde qui n'a jamais été égalé depuis 1997. Est-ce que vous savez ce que c'est? Non. Je pose une petite question. Dis-nous tout. Eh ben, Moi j'ai ma petite idée, mais. c'est un record du monde de breakmax. Voilà, c'est-à-dire mettre 147 points, le nombre total de points possible au snooker. Donc c'est 147. Et justement, il a fait ça en télévisé, donc ça a été totalement filmé. Vous pouvez le retrouver sur YouTube d'ailleurs.
À voir, hein. À il a voir fait- absolument. Il a fait ça en 5 minutes et 20 secondes en 1997, ça n'a jamais été battu, c'est une fessée pour l'adversaire. Un speedrun. Voilà, un speedrun, speedrun. c'est ça. Et sachant qu'il a quand même mis, c'est un record également, il y a eu un deuxième record, c'est un record de partie max break, où il a fait 15 fois. Il a battu 147-0, 15 fois ses adversaires. Ok. Voilà. Moi, une petite question parce que je connais pas du tout ce sport, ça se joue en combien de sets, entre guillemets, il y a plusieurs parties ou c'est un one shot et... C'est des rencontres, en fait, c'est le championnat, il est fait en gros, c'est ça, c'est des rencontres, il n'y a pas vraiment de set. Ouais. C'est un peu comme au foot, donc il y a des matchs de temps Ok, en temps. donc Non, on mais peut le faire... snooker, le snooker, c'est d'abord Et des après, c'est- rencontres. Ouais. Des gens qui vont tendre la main Et à un après- moment. Il y a des championnats également, genre là, on est en plein dedans. Il y a les. J'ai mangé le nom. Convu World. Ou je sais Ouais. plus comment. Et justement, il y a eu un match cette semaine, ou la semaine dernière, de O'Sullivan qui a gagné contre Richardson à très peu de points. Donc c'était sympathique. Et donc du coup on peut faire le tour, c'est aux États-Unis hein, tout ça. Angleterre. On peut faire le tour de l'Angleterre pour se prendre un 147-0 et rentrer chez soi. Oui. Exactement. Après ne pas avoir joué. Avec une bonne Guinness à la main, tu te prends Voilà. ton 147-0, tu reviens la queue entre les jambes. Si et vous puis voulez, voilà, on quoi. a peut-être un petit aperçu de la tête que les gens font quand on joue au snookers et qu'on perd. Parce que généralement, une fois que un bon joueur est parti dans le match, Ça, c'est quand t'es au Sullivan. voilà, Quand tu joues contre exactement. Sullivan, t'es là, hop. Voilà, exactement, c'est pas facile de suivre. D'ailleurs, on a un Français dans ce sport qui vient de se démarquer. Un Français dans le circuit. Voilà, premier. donc, tu veux en parler ou... Oh, je vais te laisser. D'accord, bah, on a notre premier petit Français qui se dégage de Je la sais que piste. c'est ton poulain. Là. Ah, Je c'est te le laisse, petit hein. poulain là, Brian Oshoisty, qui est le premier Français dans la piste professionnelle dans les championnats du monde de snookers. Et il a fait son entrée et il a perdu. Mais En vrai, mais c'est. c'est le premier, et on peut pas lui enlever ça. Et il a un bon avenir étant donné qu'il a que 22 ans. Donc une très grande perspective d'aller un peu plus loin dans le snooker. Très bonne vision de jeu. Ouais, voilà, il a des bonnes boules quoi. Très bien. Ah, Vous pouvez trouver un aperçu du snooker sur la chaîne TikTok de Ketchup Mayo. Voilà, c'est un merci beaucoup Emeric, on te retrouve Ah, tout mais- à l'heure sur le foot. Avec plaisir. Merci à toi Gauthier pour nous avoir présenté ce snooker. ouais, on va juste parler vite fait d'un événement qui a eu le droit, Ouais, qui a eu lieu ce Sur le week-end. handball. C'est le handball. On va parler vite fait de handball. Ce week-end, les Françaises qui ont quand même fait deuxième du championnat du monde de handball en perdant en finale contre la Norvège 22-29 après un match. Ah non, pas rien. Ah non, ah, je disais ah non, Ah non, ça fait peur. Ah mais non, t'inquiète pas. Ah si ouais, donc la défaite des Françaises qui avaient battu pourtant en demi-finale le Danemark 22-23 sur un match ultra serré où elles étaient menées tout le long. Donc un peu triste de cette défaite, mais elles étaient championnes olympiques, elles défendaient leur titre forcément de championnat du monde et malheureusement elles ont perdu, mais bon c'était une très belle compétition de Françaises qui avaient tout gagné jusqu'à la finale. Enfin Très- c'était juste un petit clin d'œil comme ça, la Ok. ketchup mayo. Voilà. Parce qu'on est sur tous les fronts. Voilà, on Alors. reviendra en 2022 avec Claquette Chaussette qui viendra faire une rubrique un peu sur ces sports-là qu'on met pas souvent en lumière. Ils seront mis en lumière dans Ketchup Mayo à partir de janvier. On a choisi le snooker parce que ça tenait à cœur à certains. On à avait- certaines personnes. on en avait parlé la semaine On dernière. l'avait teasé. Voilà, teasé. Voilà. on l'avait teasé. C'était pas forcément compréhensible, mais c'était un petite idée. Voilà. Très bien, merci monsieur. Merci à vous. Merci messieurs, à tout à Merci l'heure. à À toi. tout à l'heure. Et on va parler de basket et de NBA tout de suite avec Hugo. Générique. Pulls up, three-pointer. Bang! Bang! It's good! Wins the game at the buzzer! Et sur le basket, du coup je suis en compagnie de Hugo. Salut Hugo. Salut Guillaume, bonsoir tout le monde. Donc n'hésitez pas dans le chat à débriefer avec nous du basket. On va faire une première partie comme d'habitude sur les moments qu'a sélectionné Hugo cette semaine. Beaucoup de Covid quand même. Oui, beaucoup de Covid cette semaine, enfin déjà hier, enfin un peu plus tôt, ici hier, dimanche, il y a eu je crois 3 matchs reportés et dans la semaine on a eu 2 autres qui sont reportés avec beaucoup de joueurs qui sont dans En ce qu'on protocole appelle, Covid. voilà, protocole Covid, Health and Safety Security, dont par exemple une stat intéressante, les joueurs de chez les Nets
Et avec leur staff, si on compte le staff en plus, il y a 10 personnes qui sont dans ce truc de Health and Protocol Safety, dont Kevin Durant et Kyrie Irving. Pourquoi je parle de Kyrie Irving? Parce qu'en fait, je suis tombé sur une actu qui disait que les Nets cherchaient à faire revenir du coup Kyrie Irving. Il va reprendre l'entraînement. Voilà. C'est ça, mais là il a été placé dans ce truc anti-Covid, donc beaucoup d'absents cette semaine. On a quand même, tu as quand même travaillé parce que voilà, malgré quelques équipes qu'on a quasiment pas vues, Chicago qui a joué un seul match hier mais qu'on n'a pas vu de la semaine, tu as sélectionné quelques moments, je vais te les demander. Du coup, quelle est l'équipe de la semaine? L'équipe de la semaine pour moi c'est les Cleveland Cavaliers qui malgré tout ça nous font des matchs exceptionnels, hein. Ils terminent là ils font 6 victoires à la suite. Ils terminent du coup 3ème du classement à l'Est, devant Milwaukee Bucks. C'est incroyable parce que équipe, parce qu'après le départ de LeBron James, après le départ de Kyrie Irving et de J.R. Smith, on peut le compter dedans, et de Kyle Korver, ils sont redescendus dans le classement. Reconstruction complète. C'est ça, reconstruction complète de cette génération-là de champions NBA. Il reste plus que Kevin Love. Qui était mis de côté, qui était mis au placard depuis quelques saisons. Totalement, aussi. Kevin Love. Et là, il nous prouve qu'il en a encore 33 ans. Et il nous prouve qu'il est toujours là, qu'il est toujours présent. Il termine avec 23 points là, face au Heat le lundi. Donc il prouve qu'il est toujours là. On a un Ricky Rubio qu'ils ont acquis il y a pas très longtemps, qui est très précieux en sortie de banc parce qu'il joue pas, il est pas sur le poste, il est pas dans le 5 majeur, et en sortie de banc il est très précieux pour cette équipe, avec cette passe décisive là, face au Heat par exemple. Et ils ont récupéré, il y a Jarrett Allen qui pas un grand joueur, mais un joueur plus polyvalent. Enfin, on a vu ce qu'il a fait chez les Nets, chez les Brooklyn Nets, et franchement ça les aide beaucoup. Et du coup ils ont réussi à remonter au classement, et la 3ème, c'est incroyable pour Cleveland. C'est une grosse saison de manière générale pour Cleveland, elle a très bien commencé, mais là c'est vrai que cette semaine c'était particulièrement impressionnant. C'est ça. Le moment de la semaine pour toi? Le moment de la semaine pour moi c'est ce match Pelicans OKC. Incroyable, Pelicans OKC, incroyable. Ils font coup pour coup, ils se rendent coup pour coup. On a un changement d'avantage, 15 fois un changement d'avantage, 20 fois ils tombent à égalité. Et on a pendant 2 minutes un match à la fin du 4e quart-temps, pendant 2 minutes un match insoutenable où ça se rend vraiment coup pour coup. Ça va sur la ligne des lancers francs, ça met les deux, c'est après OKC qui retourne, qui relance, qui met 2 points, ça retourne avec les Pelicans qui remettent 2 points, etc. Et au bout d'un moment, alors je sais plus qui c'est qui fait l'avant-dernier jour. Shai Gilgeous-Alexander, qui pense mettre les 3 points du match. Qui du coup égalise 100-100, donc il se dit c'est bon, ils vont partir en overtime, il reste plus que 1 seconde 37, et ils ont plus de temps mort, les Pelicans, c'est parfait. Sauf que c'est Devonte Graham qui leur prouve le contraire avec un tir à 61 pieds, donc je sais plus combien ça fait en mètres, mais il était quasiment à la ligne du milieu. C'est un des shoots de la décennie, enfin cette fin de match. Totalement. Et historique. Allez voir sur YouTube ce Sanders Pelican. Je pense que dans la semaine on le mettra aussi sur TikTok. On va essayer de vous mettre un peu des compiles des plus beaux moments pour chaque sport, etc. Histoire de vous donner le contenu que sélectionne Ketchup Mayo. Mais en attendant, allez vraiment voir cette fin de match parce que on a vécu un moment historique. Je pense que personne n'était devant ce match. Parce que pour poser le contexte, c'est la pire équipe de l'Est contre la pire équipe de l'Ouest. C'est deux équipes de bas de tableau, donc en plus on s'attendait pas à un match coup près comme ça. Un match ultra serré, 2 équipes de bas de tableau, on s'attend à se faire chier. Un match normal à se faire chier, comme par exemple avec les Pistons. Mais non, là c'était incroyable, et c'est à voir. Un autre moment de la semaine, c'est
Ça s'est passé du côté du Madison Square Garden à New York avec Ouais. Stephen Curry. C'est ça, Stephen Curry qui enfin finalement arrive à battre ce record de Ray Allen, le record lequel je parle, c'est le nombre de 3 points inscrits, toutes saisons confondues, hein, depuis que la NBA a été créée. Donc Ray Allen, il a fait 2973 3 points en 1373 matchs. Ouais. Et Stephen Curry qui explose ce record, il est actuellement à 2982 3 points en 790 matchs. Il explose le record, c'est incroyable de voir autant de 3 points quand même rentrer en si peu de matchs. Il fait une moyenne de 5 3 points par match. Sur toute sa carrière. Sur toute sa carrière. Avec des saisons blanches. C'est ça, c'est incroyable. 2019-2020, je crois, il se blesse et du coup, il fait plus de matchs et pourtant, il arrive à battre ce record que Reggie Miller avait été sur le point de battre avec un autre 3 points, jour 3 points d'exception. Et pour faire une comparaison, par exemple, pour les joueurs là, qui sont actuellement encore en NBA, qu'on connaît, qui font beaucoup de shoot 3 points, mais James Harden, il est qu'à 2509 3 points en 903 matchs. Il est 4ème. Damien Lillard, il est 10ème dans le classement. Et il a à peine fait 128 3 points en 700 matchs. Et par exemple, le Kings que j'avais parlé la semaine dernière, LeBron James, il est seulement que 11ème avec 2033 points en 1329 matchs. Donc c'est incroyable. Ouais, voilà, c'était un moment légendaire, ça fallait le suivre, fallait le voir en direct, on l'a vu en direct et alors, moi je me suis couché à la mi-temps, mais j'ai vu ces moments légendaires, le Madison Square Garden qui s'arrête pendant 5 minutes, Curry qui va voir son père, il va voir son père et en plus, du coup Ray Allen et Reggie Miller, ils étaient sur place et on voit cette image où Curry du coup va voir Reggie Miller et Ray Allen, Ray Allen il le prend dans ses bras, il lui dit des choses, on saura pas ce que c'est, mais il lui parle et c'est incroyable de voir cette passation, sachant que Curry il a 33 ans et il est pas prêt d'arrêter. Je pense qu'il va faire au moins encore 10 saisons, donc il a le temps d'en mettre des milliers 10 saisons, tu le vois dépasser les 40 ans. Je pense. Bah en tout cas on te le souhaite, comme on dit. On continue du coup sur la perf individuelle de la semaine. Alors pour moi le perf individuel de la semaine c'est Damian Lillard qui fait 43 points, alors j'ai pas sur les Hornets. Il est ressorti je crois normalement de blessure, etc. Donc là il vient aider ces Blazers. Je suis plus sûr s'ils gagnent ou pas. Bonne question. Attends, ça gagne contre les Blazers. Si ça gagne 145-137, un gros match. Et du coup, il fait 43 points avec lui, passe décisive, 4 rebonds, une interception. Il termine avec 63,2 pourcentage au shoot, aux 2 points, avec 54,5 pourcentage aux 3 points. Donc c'est des stats incroyables et pour moi c'est la performance de la semaine, même si je vais en parler juste après du joueur pour le joueur de la semaine, mais c'est incroyable. Sur Lillard, oui, on l'a tous les deux pas sélectionné en tant que joueur de la semaine, mais ça reste 35 points de moyenne cette semaine, 7,6 passes D, 2 victoires, 1 défaite. Il y a quelqu'un qui a fait mieux du côté de l'Ouest, on en parlera juste après. Et puis avant de passer au joueur du mois, la surprise de la semaine. Mais la surprise de la semaine, j'en parlais la semaine dernière de Isaiah Thomas. Isaiah Thomas qui fait un retour du coup au départ en G-League et il réussit son passage en G-League où il fait 42 points lors de son premier match. Et là les Lakers l'ont repris, alors je n'ai pas les détails de son contrat, mais ils l'ont repris pour leur match contre je sais plus le match, c'est passé tellement de choses, mais c'était des Timberwolves. Oui voilà, les Timberwolves justement. Et ils lui ont donné pas mal de temps de jeu. En plus il a joué à peu près 20 minutes et il réussit très bien ce retour en NBA. 19 points, bon il fait que un assist, des trucs comme ça, mais il rend 19 points et je pense qu'il doit être sur un nuage. Isaiah Thomas, lui qui passe de 5 équipes en 4 ans et là il retourne dans l'équipe des Lakers, il fait 19 points et ça doit être super pour lui et je lui souhaite tout le bonheur du monde. Au niveau des joueurs de la semaine, du coup, on
on a eu du mal à sélectionner à l'ouest, mais à l'est, avant ça, 2 joueurs. Moi, j'ai choisi Kevin Durant pour ces 2 matchs, pour le coup, parce qu'il y a eu 2 matchs de Kevin Durant. Le troisième, il l'a pas joué parce qu'il est rentré dans le protocole C'est Covid. Mais avant ça, c'est 34 points de moyenne, 12 rebonds, 9 passes décisives, 9,5 passes décisives, donc c'est carrément quasiment en triple-double. Oui. Avant cette semaine-là, il était déjà sur un 51 points et un 31 points la semaine dernière. Un Kevin Durant, en fait, parce que Irving est out, James Harden est rentré avant lui dans le protocole sanitaire. Il a tenu la baraque lors de ces 2 matchs qu'il gagne, avec Blake Griffin en tant que gros soldat qui revenait un peu après avoir été mis de côté. C'est vrai. L'entraîneur des Nets, enfin, il le met Steve souvent Nash. Steve Nash, il le met souvent de côté, Blake Griffin, et Kevin Durant, il se retrouve malgré lui en tant que leader de cette armada des Nets. Et vraiment, même si je l'ai pas choisi moi personnellement, il fait des stats incroyables, et encore cette semaine, c'est toujours lui qui est le leader de points inscrits Cette saison, inscrits en une saison, donc c'est incroyable. Toi, tu étais plus parti sur Jason Tatum. C'est ça, Jason Tatum, donc du côté des Boston Celtics. Qui est actuellement avec 26,2 points de moyenne par match, 8,6 rebonds et 3,6 assists. Donc il termine avec 42,3% aux 2 points sur la saison, avec 33,2% en 3 points, et il nous fait des stats incroyables. Il est du coup celui qui a fait la deuxième plus grosse stat de points cette semaine, avec 42 points en un match. Il tourne autour de 5 à 9 rebonds par match. Il en prend beaucoup plus qu'avant. Il en prend beaucoup plus qu'avant, et c'est ce qu'on attend de quelqu'un comme lui, qui est à l'intérieur de la raquette en poste 5, poste 4. Il sait distribuer la balle quand il le faut, parce qu'il tourne entre 2 à 6 passes décisives. Donc c'est un joueur complet qu'on attend défensivement, et en attaque il fait le taf pour cette armada des Celtics qui manque cruellement de joueurs clés comme Jason Tatum. Ok, et au final, à l'ouest, on s'est mis tous les deux d'accord cette semaine sur un joueur et une équipe un peu surprise. Elle est 8ème du côté de la conférence ouest, hein, c'est ça? Ouais, c'est à ça. l'ouest, les Timberwolves. C'est Karl Anthony Towns, le pivot, qui fait 28 points de moyenne cette semaine, 7 rebonds, 4,6 passes décisives, mais c'est surtout 3 victoires pour les Timberwolves dans un calendrier très chargé. Ouais, pour rebondir là-dessus, c'est la seule équipe avec Cleveland cette semaine qui font un 3-0. Tout le reste, ils ont fait soit du 3-1, soit du 2-1, soit du 2-2, du 1-2, des choses comme ça. Et encore une fois, Karl Anthony Towns, il nous prouve que c'est un joueur très précieux pour cette équipe de Timberwolves. Il est très bon dans son poste, dans ce qu'il fait à l'intérieur, même si j'irais pas le placer dans les meilleurs postes 5, etc. Mais comme tu l'as dit, il a énormément de points. Là, cette saison, il est sur 24,4 points par match. Donc il avoisine quasiment les 30 points de moyenne. C'est incroyable, et il est très précis aux deux points, avec encore une fois ce qu'on attend de lui, des rebonds à gogo. Donc c'est incroyable, et pour moi c'est mon pick du niveau ouest. Alors on va voir si je me fais encore une fois Je pense que enflé par la NBA, parce qu'à chaque fois j'ai toujours un pic de bon, et l'autre c'est quelqu'un d'autre. Donc en espérant que cette fois c'est la bonne pour revenir sur le 100%. Il est rentré dans l'histoire cette semaine parce que il a mis son 10 millième point en carrière. C'est le premier joueur de sa draft à y parvenir, draft 2015, et c'est le deuxième après Kevin Garnett des Timberwolves à rentrer dans cette cour des 10 000 points en carrière. Ouais. C'est un step à passer, il est relativement jeune encore, il a 26 ans. Oui, il a encore du temps pour en marquer plein d'autres, et c'est bien que tu le dises, parce que du coup, oui, classe draft 2015, donc ça veut dire qu'il a fait ça en l'espace de 6 ans. Hein, 10 000 points en 6 ans, c'est une belle perf, ouais. Vous vous dites, c'est peut-être un petit chiffre comparé à ce que d'autres personnes ont déjà fait.
Mais quand même, faire 10 000 points en 6 ans, c'est incroyable. Pour un joueur qui en met pas 40 non plus à chaque match, Non. c'est Karl Anthony Towns, c'est une régularité dans une équipe de merde, on va pas se mentir. Oui, Parce que les Wolves, ça fait un moment que c'est pas du tout au niveau. les Wolves, non, ils avaient. Je pense après avoir perdu du coup Ricky Rubio et Zach Lavine, ça a dû leur porter déjà un coup et Qui perd du Butler aussi. ouais, Butler. Franchement, les Timberwolves n'ont jamais été connus pour être une équipe de premier plan et je pense qu'en vrai, ça reste quand même une bonne équipe pour Karl Anthony Towns parce que ça lui permet de s'exprimer, même s'il y a des fois, il se faisait discret au tout début, mais là, il s'est imposé comme leader de l'équipe et il nous le prouve, je pense, et cette semaine, il va nous le prouver en étant sacré joueur de la semaine du côté de l'Ouest. On le saura demain dans NBA Extra et C'est sur les ça. réseaux sociaux. On va continuer cette rubrique NBA un peu pour se présenter aussi. Voilà, c'est la 4e émission de Ketchup Mayo. Avant ça, on surfait sur de la grosse actu, donc on était assez chronométré. Là, on va prendre relativement le temps de se présenter, de comment on s'est mis au basket, avec quelle équipe, et puis quels sont les joueurs qui nous font vibrer actuellement. Donc je vais te poser la question, Hugo. Quand est-ce que tu as commencé à suivre le basket? Eh ben, pour moi, j'ai commencé à suivre le basket au niveau de 2013-2014 avec quand les finales de conférence électrisaient les foules entre le Heat et les Spurs avec justement étant donné que je suis un gamer avec le jeu NBA 2K14 avec peut-être que certains le connaissent, Code Jordan 23 sur YouTube qui faisait des vidéos là-dessus et que souvent pour les sports comme ça m'a attiré, j'ai voulu en savoir plus et du coup je suis tombé sur ça, sur ces finales NBA qu'on avait entre le Heat et les Spurs qui électrisaient les foules à ce moment-là entre 2013-2015. L'équipe de Tony Parker? L'équipe de Tony Parker, pas que, de Manu Ginobili et de Tim Duncan, avec comment dire, un armada dirigé par Greg Popovich, qui est passé de maître dans l'art qu'on appelle le style, donc c'est-à-dire de drafter un joueur assez bas qui va devenir une grosse star. Au final, ça devient une grosse star. Hein. Tony Parker, il est drafté dans le 2e tour, alors je crois 47e, non. 40, non, c'est avant, non? Il est drafté dans le premier tour, 34e position, je crois, un truc comme ça. Et il y avait 2 ans, non, l'année d'avant, Ginobili il est drafté 57e ou 47e dans le 2e tour et ils se sont retrouvés à être plus tard, on le sait, des joueurs d'exception. Par exemple, Tim Duncan, Manu Ginobili et Tony Parker, ils détiennent le record du plus grand nombre d'apparitions, du trio avec le plus grand nombre d'apparitions NBA. Et je pense que c'est un record qui sera jamais battu, tant on sait que les stars se déplacent beaucoup dans toutes les équipes, etc. 28e à la draft, Tony Parker, voilà. fin de premier tour. Moi, l'équipe qui m'a fait vibrer, j'ai commencé comme toi, 2013-2014 à peu près. Fin du collège, début du lycée, moi j'étais en seconde et c'était les Clippers de Los Angeles qui m'ont fait vibrer. Alors j'ai découvert ensuite en quoi consistait l'histoire des Lakers, qui est peut-être l'équipe la plus loose de l'histoire de la NBA. Les Clippers. Ouais, les Clippers, ouais. Oui, t'as dit les Lakers. Ah, pardon, autant pour moi. Oh là, le lapsus, pas du tout révélateur. Parce que c'est le jour et la nuit entre les deux équipes de Los Angeles. Les Clippers, pourquoi ils m'ont marqué? Parce que c'était une équipe totalement spectaculaire. Cette équipe-là, menée par Chris Paul, qui a fait les finales de conférence avec les Suns l'année dernière, DeAndre Jordan et Blake Griffin, qui étaient 2 voltigeurs exceptionnels. Et en fait, Chris Paul envoyait des alley-oops, ce qu'on appelle des passes en hauteur, et en fait, derrière, les 2 gaillards s'occupaient de mettre des dunks. Il y a des highlights spectaculaires sur YouTube de ce trio. Et moi, c'est eux qui m'ont fait vibrer, avec JJ Redick qui était un gros shooter à 3 points, Matt Barnes qui était un gros voilà un gros fou. Et du coup, cette équipe avait du caractère, et moi, c'est l'équipe qui m'a fait vibrer. Nos joueurs préférés, quels sont les joueurs qui actuellement te marquent, pour finir un peu cette rubrique NBA?
Alors, Actuellement. Actuellement, Ouais. Actuellement, bah, c'est ceux qui sont du côté des Suns. J'en ai déjà beaucoup parlé lors de notre première émission. Hein, les Suns avec Devin Booker, bah, du coup Chris Paul, hein, ça fait 2 ans là, qu'il est chez les Suns. DeAndre Ayton et Michael Bridge. Ouais. Franchement incroyable, avec en plus Jamal Magui que j'oublie pas. Pour moi là, enfin les Spurs c'est mon équipe de cœur, mais cette année je suis à fond du côté des Suns. Pour moi là encore une fois ça va être leur année, ils vont se retrouver dans les playoffs. Enfin on le voit, ils détiennent la première place du classement à l'ouest avec les Warriors. Et on sait que, je pense, pour moi, tous les matchs vont être ultra disputés entre eux. Hein. Surtout, n'oubliez pas le 25 décembre, match Suns-Warriors. Ouais. Donc ça va être incroyable avec du coup Devin Booker qui revient de blessure. Et pour moi, ce qu'il propose, c'est magnifique. Bridge qui fait une défense à chaque fois, à chaque match incroyable. DeAndre Ayton. J'ai l'impression cette année, il n'y a pas de comparaison possible, par peut-être notre... non, même pas, il n'y a pas de comparaison possible. Il n'y a pas de comparaison possible. DeAndre Ayton, il fait un taf incroyable quand Devin Booker est pas là, il fait un taf incroyable. Les deux ont fait un match exceptionnel en début de semaine avec 28 et 27 points chacun. Et on a un Chris Paul qui, certes, se fait discret sur les points, mais... Pour les assists, c'est incroyable. Il s'est transformé, il a transformé son jeu et ça lui convient parfaitement. Et c'est pour ça qu'il est leader du nombre de passes décisives réalisées par match et en saison. Donc ça lui convient parfaitement et je pense que les 4 là ils se sont super bien trouvés avec un Jamal Magui qui est super bien quand il sort du banc, ça leur fait extrêmement bien. Donc incroyable cette équipe des Suns cette année. Merci beaucoup Hugo pour cette partie NBA. Je vous invite à regarder le Christmas Day parce que c'est un jour où t'as toutes les grosses affiches de NBA tout au long de la journée. Ça commence vers midi 13h et en fait sur toute la journée les matchs s'enchaînent. Donc ça permet de voir de la NBA, des gros matchs de NBA, surtout à des heures locales pour nous. En plus c'est sur beIN Sport, donc toute la journée sur beIN Sport. Et pour parler de ces affiches là, enfin on va avoir la grosse rivalité Hawks. Les Hawks contre les Knicks, les Celtics contre les Bucks, là j'en ai parlé, les Warriors contre les Suns, les Nets contre les Lakers, donc on va voir si jamais KD arrive à LeBron James à revenir, à sortir de cette période de Covid, de voir ce duel KD LeBron James, et surtout en dernier on a les Mavericks contre le Utah Jazz, donc j'ai hâte de voir Donovan Mitchell contre Luka Doncic. Ça va être incroyable. Merci beaucoup Hugo, on va passer tout de suite au foot. Générique. Second poteau Pavard. Benjamin Pavard. De Emeric et Bakary. Salut les gars. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Après que Emeric nous ait parlé de snooker, on va parler de soccer. Et du coup, il s'est passé, il n'y a pas eu de foot, du moins en championnat, en Ligue 1, mais on va parler de Coupe de France aussi. Un point sur les classements. Du coup, en première ligue, Bakary, qu'est-ce qui s'est passé ? En première ligue, un petit peu semblable à la Coupe de France, il y a eu 6 matchs reportés. Il n'y a pas eu grand-chose. Donc, à cause du Covid, donc on a quand même Manchester City qui reste en tête du classement avec sa victoire à Newcastle. On a Liverpool qui se sépare sur un score de parité avec Tottenham, 2 buts partout. Et on a Arsenal qui gagne 4-1 à Norwich et qui... à Leeds. À Leeds, pardon. Et qui passe 4ème. Et Chelsea qui se fait peur, 0-0 ce week-end. Donc ça commence à se... Et un petit problème à s'éloigner, là où il y a 2 semaines, les 3 équipes, et Chelsea d'ailleurs dominaient ce classement. Là il y a 6 points entre le premier et le 3ème, l'écart se creuse un peu. L'écart se creuse également. En Espagne, Emeric,
Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, il y a eu un gros exploit de la part une petite équipe espagnole de Cadix qui a fait match nul contre le numéro 1, donc contre Le le Real Real de Madrid, Madrid, qui ont arraché un 0-0, donc pas trop d'impact pour le Real de Madrid qui a quand même 6 points d'avance sur le deuxième. Ouais. Ensuite, on a l'Atlético Madrid qui a perdu son match, donc également contre le Séville, FC Séville, qui fait descendre l'Atlético à la 5e place, pardon. Et également la Real Sociedad qui a perdu son match, qui fait que contre le Villarreal et qui le fait redescendre également à la 6e place du classement Liga. Donc c'est-à-dire qu'il y a un gros écart maintenant au niveau du haut du tableau. Avant c'était assez serré il y a quelques semaines, il y a 2 ou 3 semaines, Ouais. où l'Atlético collait pas mal le Real de Madrid, mais voilà. Sachant que Barcelone a gagné son match pour une fois, n'a pas fait un match nul, 3-2. et voilà, c'est ça, et elle commence à grappiller des points et essaye d'atteindre le haut du tableau, du classement. Voilà, donc c'est pas passé des choses spectaculaires non plus en Espagne. En Bundesliga, Bakary. Donc en Bundesliga, on va surtout retenir le record de Lewandowski, Ouais. qui est passé à 43 buts en 2021. Donc il enlève le record à Gerd Müller qui nous a quitté en août. Le Bayern toujours à premier. Il y a 2 monts entre le premier et le deuxième et le reste de la Bundesliga. Ouais. Donc on a le Bayern qui a gagné son match de championnat. Également Dortmund qui allait perdre à Hertha Berlin, qui est à maintenant 9 points du Bayern, il me semble. Ouais. Et, C'est ça, hein, sur le OC, ça a 40 et la bonne points, opération ils sont de Fribourg qui Ouais. allait gagner 3-2 à Leverkusen qui passe donc 3e et Leverkusen 4e. On a les amis de Grutterfurt qu'on aime bien chez Ketchup Mayo. On aime bien ces petites histoires. Ils sont allés récupérer un match nul. Ça les met à 5 points maintenant. L'équipe juste au-dessus est à 16 points. Donc il y a encore 11 points à les grappiller. Mais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Voilà, exactement. C'est beau. Bah ouais. En espérant qu'ils fassent comme Brest. Ouais, on va en parler. Ouais, bon, allez, t'as pris T'es lancé là, c'est parti. t'es lancé, on va parler de la Coupe de France. Tant pis pour la Serie A, même si Milan a perdu contre Naples dans un duel au sommet. L'Atalanta aussi a perdu 4-1 sur la Roma. Mais ce qui nous intéresse, c'est pas la Ligue 1, mais la Coupe de France. Avec du coup un match incroyable entre Dinan et Brest. Et Brest, ouais. Bah, déjà 3 cartons rouges, c'est assez improbable. Du côté de Brest. Voilà, donc ils ils ont fini le match à 8. 8, oui, c'est ça, exactement. Avec du coup, tu veux en parler, Bakary, ou pas, de la séance de penalty là? 12 à 13, avec 3 cartons rouges pour Brest. Donc c'est assez facile. Ils ont fait rentrer les remplaçants. Ils ont eu, pour moi, ils ont eu de la réussite, Brest. Toujours dans la réussite en championnat, là ils l'ont eu en Coupe de France tout simplement. Il n'y a rien à dire, ils ont gagné une séance de penalty quoi. Une grosse séance de penalty. Il y a eu des surprises ou pas dans ce 32e de finale? Il y a Bergerac qui a éliminé Metz de la compétition en gagnant son match 2-1 si je dis pas de bêtises. Ouais. Et donc qui a éliminé quand même une grosse équipe, hein, on va pas se mentir, pour la petite équipe de Bergerac, qui est pas loin de chez nous d'ailleurs. Ouais. Et Bergerac, nous dit dans le chat. Ouais, Team Bergerac. Et voilà. Donc du coup, ok, et donc Bergerac. Mon exploit à moi, ma petite fierté, c'est faux. 10-0 de Bordeaux. 10-0 de Bordeaux. C'est le nombre de buts qu'ils ont marqué cette saison. Voilà, mon petit 10-0 de Bordeaux, franchement pas peu fier. C'est faux, c'est une équipe très très basse. Encore heureux qu'ils aient gagné 10-0. National 3, c'était ça, les National 3? Ouais, c'est ça. C'était une équipe mahoraise, il me semble, qu'ils ont gagné. Ouais. Je ne saurais pas dire le nom, hein. C'est un du Momou Zouazia. Ouais, Zouazia, voilà. Okay. Je l'ai appris le très fort. Du coup, victoire de Bordeaux qui se relance en Ligue 1, absolument pas. Non, absolument pas, toujours aussi naze, mais on est fiers. Mais très belle perf quand même, à noter que le 10-0 quand même, faut le mettre quand même, mais c'est bien pour Bordeaux, ça peut-être c'est synonyme de réveil pour eux. On sait pas, on verra bien. Regain de confiance peut-être pour Bordeaux, on espère pour le supporter bordelais que tu es, Emeric. Oui. On va passer sur là aussi une présentation de notre équipe foot, de Bakary, Emeric et moi-même, sur les matchs qui nous ont marqués, nos coups de cœur, nos équipes coups de cœur, pourquoi et comment on est tombé dans le foot, messieurs. Bakary, comment t'es-tu mis au foot?
Ben, moi, je me suis mis dans le foot. Je vais rejoindre un peu ce qu'a dit Hugo. C'est aussi c'est mes parents déjà de base, mon père et mon frère qui sont grands fans de foot. Et aussi les jeux vidéo. J'ai connu PES. Pour ceux qui savent. PES combien? PES, j'ai commencé à PES 2009. Ok. C'est-à-dire c'est moi. Petit joueur. On peut me dire que je suis un petit joueur, mais maintenant je suis un grand joueur. Et voilà, j'ai commencé à PES et bon, disons que c'est ce qui m'a fait suivre aussi le foot et maintenant j'ai totalement, je suis épanoui. Et t'es passé à FIFA. Voilà. PES n'existe plus. Voilà. Faut dire que PES n'existe plus. Donc je reste PES dans le cœur, mais c'est vrai que maintenant je suis passé à FIFA. Ouais. Toi, Emeric, comment tu t'es mis moi, il fallait choisir un sport quand j'étais plus petit. Je me suis dit le foot. Donc j'ai commencé à 5 ans à jouer au foot dans mon petite équipe de la ville où j'habitais. Ouais. Et j'ai continué jusqu'à tard. J'ai fait 9 ou 10 ans de foot, je sais plus. Et donc au final, me voilà à parler de foot. Après ma petite période foot. Voilà, j'ai arrêté depuis, mais voilà, l'expérience est là. Très bien. Et pour ma part, moi, c'est à travers les coupes, Coupe du Monde 2006, Euro 2008, avec les albums Panini. Moi, c'est Papy qui m'offre l'album Panini de la Coupe du Monde 2006. Puis derrière, il y a un truc qui se crée. Voilà, il se collectionne les vignettes. Du coup, on a ensuite la Ligue 1, on a ce genre d'album. Et puis après, on devient fan de foot en collectionnant les vignettes Panini. On va rentrer un peu on va parler foot et quels sont les matchs qui vous ont marqué. Tout d'abord, le match qui vous a... Non, d'abord le plus beau match que vous avez vu en tant que supporter de foot ou même simple spectateur. Est-ce qu'il y a un match qui en ressort pour toi, Emeric? Je voulais parler de la Coupe du Monde du coup, en 2018, la Coupe du Monde de la France, parce que c'est la seule que j'ai vécue. La finale, oui, bien sûr. La finale, l'ambiance tout autour, l'engouement qu'il y avait au tout début du match, le stress aussi, parce que on voulait un doublé, une deuxième Coupe du Monde, c'est pas trop mal, on va pas se mentir. Du coup, voilà, petite deuxième Coupe du Monde, on n'avait pas vécu la première, étant donné que je suis de 2000. Donc je me suis dit, petit espoir pour cette année. Voilà, ça a été fait. Donc très joyeux de gagner cette Coupe du Monde, malgré tout. Malheureusement, il y a eu le Covid après, on n'a pas trop pu voir la suite, mais honnêtement, ouais, voilà, c'est ça. C'est surtout les émotions du match que ça a donné. En vrai, le match, il était pas... Mais il y a 4-2, il y a quand même 6 buts en finale de Coupe du Monde. Ouais, c'est sûr, en finale de Coupe du Monde. Voilà, bon, bref. Après, c'est vrai que les émotions étaient là, et voilà, c'est ça qu'on veut voir dans le foot en tout cas. Tu veux peut-être le même que lui sur la Coupe du Monde? Je suis sur la Coupe du Monde, je rejoins ce qu'a dit Emeric. Franchement, c'était beau. Après, moi, j'ai quand même préféré la demi-finale en termes de match, avec notre fameux second poteau Pavard. Voilà. Non, c'est le quart de finale. Pardon. Quart de finale. Moi, j'ai le même que toi. Quart de finale, avec notre fameux second poteau Pavard qui nous a mis en feu. Quel match. Quel match. Franchement, il y a rien à dire. 2-1 à la mi-temps. Ouais, 2-1 à la mi-temps, et là, on voit un regain de confiance de la part de nos Français, et waouh. Que dire là, moi, je peux dire que moi, je me rappelle où j'étais, je me rappelle avec qui j'étais. Moi, franchement, c'est des moments que tu peux pas oublier dans ta vie. C'était vraiment très très beau. À deux doigts de se tatouer ta Pavard sur le cul, vraiment, littéralement. Je sais pas si actuellement tu regrettes après pas. Après le match, mais c'est un truc de ouf. Il y avait un autre match, toi, que tu disais comme un des plus beaux matchs que t'as vu. C'était un match de Ligue 1. C'était un match de Ligue 1. C'est bon pour les supporters de Marseille, de Lyon, peut-être qu'il y en a dans le chat. C'était l'Olympico. Marseille Lyon 5-5, c'était un super beau match. Franchement, pour ceux qui ne l'ont pas vu, même le regarder en replay, vous pouvez même manger des pop-corn avec, c'est super bon. C'était un match fou, que des retournements de situation. On a eu Lyon qui a mis 1-0, 1-1, 2-1. Nanani. Après, ça fait jusqu'à 4-2, et après 4-4, et Lyon qui gagne 5-4, et là 5-5 de Marseille. Franchement, c'était waouh, j'ai rien à dire sur ce match. Franchement, en vrai, l'époque 2009-2010 en Ligue 1, c'était quand même assez incroyable. C'était c'est l'enchaînement Marseille, Lille, Montpellier. Je crois que c'est dans cet ordre-là. Bordeaux avant. Bordeaux me siffle le supporter à côté.
C'était. Non, mais c'était une belle époque hein, dans cette saison-là. Le match, moi, qui m'a vraiment marqué. Est-ce qu'on peut me mettre à l'écran ou pas? Non, tu es caché. Non, je suis caché. C'est Liverpool Dortmund. À la limite, on s'en fout de la photo, tu peux mettre moi. Donc, c'est Liverpool Dortmund, un vieux match entre guillemets de Ligue Europa qu'on aurait pu tous louper. Et comme beaucoup de gens autour de moi, c'est un match qui m'a vraiment marqué. C'est un quart de finale retour. Il y a 1-1 à l'aller ou ouais c'est ça 1-1 je vois c'est ça. Il y a 1-1 à l'aller et sur le match retour c'est un attaque-défense de 90 minutes. Je me rappelle être sur mon canapé avec mon père qui regarde absolument pas le foot et qui se met à regarder ce match avec des yeux écarquillés en disant mais c'est quoi ce match de dingue. Si je vous spoil le match, mais vous pourrez le retrouver en replay sur internet, c'est Dortmund qui mène très vite 2-0 dès la 5e minute et la 9e minute. On a un Pierre-Emerick Aubameyang d'un côté, Philippe Coutinho de l'autre. 2-0 à la mi-temps, puis ensuite Liverpool va complètement retourner le match. 2-1, ensuite 3-1 pour Dortmund, et puis finalement Liverpool qui est mené 3-1 va mettre un 3-2. Mamadou Sakho va égaliser à la 77e minute et Lovren dans les arrêts de jeu va mettre le but de la tête. 4-3 pour Liverpool et le match est juste somptueux, c'est vraiment de l'attaque-défense, c'est du football comme on en voit très peu, donc voilà, moi c'est un match qui m'a vraiment laissé une trace en mémoire. Votre match qui vous a marqué, vous, je sais que c'est plutôt des matchs en tant que supporter de votre club, Emerick. Je pense que je vais parler du premier match auquel j'ai assisté. On va avoir une magnifique photo. Second poteau Pavard. Petit générique, voilà. Non, c'est du coup un match auquel j'ai assisté pour la première fois. Bordeaux-Le Mans, ouais. Et c'est ça, Bordeaux-Le Mans, en tribune. C'était. Voilà, exactement. On voit ma belle tête de 9 ans. Voilà, j'avais 9 ans à cette époque. Déjà de la barbe. Voilà, déjà de la barbe. Assez précoce. Ouais, c'est ça. Ok. Bizarrement, j'ai la même casquette que maintenant, c'est bizarre. Non, mais Bordeaux avait gagné juste un petit 2-1, je crois. Mais c'était un match avec de l'engouement. Ça m'a fait plaisir de l'avoir et j'ai rarement ressenti d'autres sensations comme ça en allant voir d'autres matchs. Ouais. Vu que c'était le premier, généralement, on a les meilleures sensations dans ce cas-là. On n'en connaît pas, du coup. Voilà, c'est tout nouveau quoi. On voit un joueur à l'écran, Yoann Gourcuff, c'était ton joueur préféré à l'ancienne, à l'époque. À l'époque, ouais. Non mais, quand je jouais au foot, c'était mon joueur préféré. Je voulais le numéro 8 quand je jouais au foot parce que Gourcuff avait le numéro 8. Ouais. Voilà, donc avec ses exploits qu'il a fait, par exemple, il y a un match contre le PSG où il y a eu beaucoup de retranscriptions. Je savais que j'avais une petite BD où il y avait Gourcuff qui faisait ce geste technique. Cette petite roulette orientée avec une virgule directe après pour mettre le ballon au fond des filets. Franchement, c'est un très bon joueur qui avait du potentiel malgré les blessures. Ils l'ont fumé totalement, c'est ça. Ça lui a cassé les jambes, c'est sûr que là. Mais à cette époque-là, c'était vraiment un très bon joueur qui me plaisait beaucoup et je l'admirais fortement. Je prends un exemple sur lui. Ouais. Bakary, c'est un match pour le titre, toi qui t'as marqué. Moi, comme vous le savez, supporter lillois à vie. Donc c'était le match Lille-Saint-Etienne, moi qui m'a marqué. C'était le match du titre. Donc en vrai, c'est un match très emblématique pour Lille parce que on a un match où il devait gagner s'il gagnait ce match, il devait gagner le titre. Donc c'était assez compliqué parce qu'ils ont commencé à perdre 1-0 et ils ont égalisé 1-1 et là il y a eu pénalty pour Saint-Etienne. Et notre formidable le gardien Michael Landreau l'a arrêté. Et là, ça a redonné un boost à Lille, qui a pu gagner vers la fin du match grâce à son capitaine, Rio Mavuba. Et donc, qui a offert le titre de champion à Lille. Et franchement, ce match, j'ai stressé du début à la fin, sans vous mentir. Je crois que j'ai versé une larme. Magnifique. Faut le couper au montage. Non, magnifique. On peut pleurer pour du foot. C'est bien ça, Ketchup Mayo, on peut pleurer pour du sport. Et après, franchement, c'était trop beau et franchement, j'ai adoré. Très bien. Donc du coup, au niveau de vos clubs de cœur, si j'ai bien compris, on a un supporter lillois et un supporter bordelais. Ouais. C'est ça, donc à fond dans la Ligue 1. C'est Furs, en Allemagne. Pour ma part, je peux afficher mon club de cœur qui va s'afficher. Alors j'ai pris la plus belle des photos.
c'est l'AC Milan. Donc on voit une équipe légendaire qu'on voit chaque année sur les comptes de sport. Voilà, on voit Cafu, double champion du monde avec le Brésil, Gattuso, Pirlo, champion du monde avec l'Italie, Kaká, Ballon d'Or, champion du monde avec le Brésil, Clarence Seedorf qui a le record de Ligue des Champions avec 3 clubs différents. On a à côté de lui Ambrosini aussi champion du monde, Jaap Stam qui a fait une énorme carrière avec Manchester United et avec la Hollande, Nesta, Ballon d'Or, Nesta champion du monde, Nesta, Ballon d'Or, Dida, gardien emblématique champion du monde, et enfin le leader de cette équipe, Paolo Maldini, 900 matchs, 5 Ligues des Champions. Lui et Ronaldo sont les seuls à en avoir gagné autant. Une équipe de légende, moi, qui m'a fait vibrer. J'ai connu la fin de cette équipe-là, pour être tout à fait honnête. J'étais encore un peu petit, mais j'ai baigné dans ce football de Kaká à son retour, de Gattuso, Pirlo, la fin de cette génération, Nesta, Seedorf, Kaká, Pirlo, Ibrahimovic au début qui est revenu là récemment. C'est cette équipe-là qui m'a fait vibrer, alors que la régie n'en a rien à faire de ma gueule. C'est terrible. C'est que je parle, on a Bakary et Abri qui voient mes paroles. Zlatan, qui est voilà, un de mes joueurs préférés. Ça me termine. Donc voilà, Mais la régie te regarde et admire tes paroles également, c'est pour ça. Pour finir sur nos joueurs préférés, pour finir sur cette émission, on va parler de nos joueurs préférés à l'époque aussi, parce qu'on a baigné dans ce football des années 2010, et puis peut-être voilà, les joueurs qui nous font vibrer actuellement. Bakary, ton joueur préféré à l'ancienne? Bah, moi, mon joueur préféré à l'ancienne, c'est El Kun, Sergio Aguero, qui a pris sa retraite il y a récemment, là, à cause d'un problème au cœur. Donc ce joueur, franchement, il m'a fait vibrer. C'est le pire moment pour rigoler. C'est la régie qui balance une vanne et l'autre qui parle de problème de cœur de Sergio Aguero, horrible. Non, mais il arrête sa carrière, il n'y a rien de grave. Ouais, il n'y a rien de grave, non, il n'y a rien de grave, c'est juste qu'il devait arrêter le foot pour... Il avait plus de cardio, quoi. Voilà, il avait plus de cardio, exactement. Voilà. Et bon, c'est El Kun, il a été 5 fois champion d'Angleterre. Je me rappelle d'un moment qui m'a marqué, c'est en 2012 quand il a fait gagner le titre à Manchester City avec un but à la dernière minute contre le Queen's Park Rangers. C'était très très beau. C'est un joueur emblématique de ce championnat. Ouais. Et finalement, il était un peu comme Messi, il avait beaucoup gagné avec ses clubs, mais il avait rien gagné avec l'Albi Céleste. Et là, il a pu gagner en 2021 la Copa América. Voilà. Et donc c'est très très beau. Je crois que c'est le meilleur buteur étranger de l'histoire du championnat anglais. Voilà, dans un championnat où est passé Thierry Henry, etc. Ouais. Je crois que c'est la bonne stat, hein, il me semble. Et le 3e meilleur buteur de la sélection d'Argentine après Messi, Maradona. Voilà. Toi, c'était Yoann Gourcuff, ton joueur préféré. Moi, c'est... alors, il y en a eu plusieurs, parce que moi, c'est vraiment une génération que j'ai adoré. Carlos Tevez, je pourrais citer Miroslav Klose, Lam. Il y a quand même une équipe, moi, avec laquelle j'ai vibré, c'est l'Espagne. Avant de défendre un peu les couleurs de l'Italie, bon, j'étais chauvin, France avant tout, mais l'Espagne de 2008-2010 et David Villa surtout, qui était un attaquant. Alors c'est peut-être la dernière personne au monde qui portait bien la bouche pour le coup, mais David Villa qui était un attaquant exceptionnel, qui est le meilleur buteur de l'histoire de la sélection espagnole, alors qu'il y a eu des Raoul, etc. Voilà, David Villa ici, Zlatan Ibrahimovic actuellement, qui était mon joueur préféré à l'époque, qui l'est toujours aujourd'hui parce qu'à 40 ans il joue encore et c'est un joueur emblématique pour moi. Pour finir, toi sur les joueurs, toi je sais que t'aimes bien la nouvelle génération. Ouais, j'aime bien la nouvelle génération, Mbappé, Haaland, Vinicius, qui font du spectacle, hein. C'est ce qu'on aime dans le foot et ce que j'aime bien voir. Donc mais sinon j'ai pas particulièrement de joueurs préférés actuellement, en vrai. Mais c'est vrai que la nouvelle génération... Avec plus de recul, vu qu'on est moins fan de foot qu'à l'époque, on reste supporter de nos clubs respectifs. Et puis aussi, je vais pas supporter un joueur de Bordeaux actuellement, je suis désolé, mais pour l'instant, c'est pas... Voilà. Je supporte Bordeaux, mais voilà. C'est pas la folie. Voilà, exactement. Voilà, un grand merci à vous tous de nous avoir suivis, un grand merci à Gauthier, Johan qui était à la régie, mais qui était sur la Formule 1 en ce début d'année. On a eu Hugo aussi qui est passé sur NBA, merci à Alex en régie, merci à vous deux. On finit cette année en beauté, voilà, c'est le dernier stream de l'année. On reviendra, voilà, vous pouvez souhaiter la bonne année.
Et puis on vous souhaite une bonne année, de belles fêtes de fin d'année aussi, un joyeux Noël à tous. Et puis on se retrouve dès début janvier pour reparler sport tous ensemble. On parlera peut-être de d'autres sports. Et puis il y avait Wijo quand même, hein, en meilleur joueur, Wijo. Wijo du côté de Bordeaux. Merci à vous et très bonne soirée à tous. Au revoir. Salut, merci.